Merci beaucoup pour cette introduction gentille. Mesdames, Messieurs, oui, le Palais des Académies, que tous les Belges quand même présents connaissent, mais dont très peu de gens connaissent les origines. Parce que je crois, en général, le public croit que ce bâtiment a été toujours le palais des académies, mais ce n'est vraiment pas le cas. Comme mon titre l'indique, à l'origine, c'était une résidence urbaine offerte au prince d'Orange par les Belges. Peut-être un peu énigmatique, peut-être ce titre, mais je vais tâcher de vous expliquer. Ah oui, ici. C'est un petit aperçu de ce que je propose de vous expliquer, de vous exposer. Donc, je commencerai avec la situation du palais dans son contexte urbain et historique, puis la genèse du bâtiment, surtout je vais m'élargir là-dessus, et puis après cela, il y a eu des destructions, des transformations, et les académies se sont installées plutôt tard, donc à la fin du XIXe siècle. Et puis les dernières restaurations et rénovations. Est-ce qu'on peut peut-être éteindre ces lumières? Parce que je crois que ça marchera mieux. Comme vous voyez ici, le palais occupe une place vraiment très particulière dans la ville. Il se trouve sur la ville haute, qui est à peu près 60 mètres plus haut que la ville basse. Et la ville haute a été traditionnellement toujours l'endroit où les souverains se sont installés. Donc à peu près à l'endroit du palais royal. Et on voit la situation exceptionnelle de ce palais. Tout comme le palais royal, il se trouve dans son propre jardin, un bâtiment isolé, pavillonnaire, tandis que tous les autres se trouvent en rangée, en enfilade. C'est peut-être, pour ainsi dire, l'endroit le plus prestigieux de la ville, à côté du palais royal. Puis, pour le reste, il y a des ambassades, de l'Amérique, toutes sortes d'institutions. Ceci, c'est la résidence du Premier ministre. On ne peut pas voir plus prestigieux. Ici, il y a le Parlement. Donc, les académies sont bien logées. Mais cette situation provient de l'histoire du bâtiment. C'était donc la résidence d'un prince à l'origine. Donc aussi le bâtiment domine la place des Palais et plus loin il fait vraiment partie de l'ensemble du Palais Royal. Et chose déjà curieuse, singulière dans ce dessin de 28, quand le bâtiment vient d'être achevé, on ne voit pas de Palais Royal. Donc le palais du prince était là avant le palais royal, ce qui est quand même une chose tout à fait extraordinaire. Et puis, ça c'est donc le plan, le projet du quartier royal, donc la place royale et le quartier royal autour du parc royal, qui a été projeté à la fin du XVIIIe siècle par un architecte français, Barnabé Guimard, mais c'est encore l'époque autrichienne. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment un projet unitaire. Ici, il y a le Conseil du Brabant, et puis il y a toutes ces demeures patriciennes autour. Mais le palais, bien sûr, n'est pas encore là. Le palais se placera ici. Et on voit, c'est un grand jardin, et
qui fait enfin symétrie avec ce jardin-là, et qui était une sorte de dégagement pour, c'était déjà pensé, ériger un palais du souverain plus tard, ici. Donc, il y a ce dégagement. Et qu'on voit toujours, donc, c'était deux grands jardins délimités par une clôture monumentale. Et cette clôture existe toujours. La clôture qui est plus ancienne que le palais, hein, qui se trouve devant, et de l'autre côté, cette clôture-ci, et enfin qui semble donner sur rien. Il n'y a pas de bâtiment. Est-ce qu'il y a un jardin? Pourrait-on se demander si on ne connaît pas l'endroit pour les étrangers? Mais comme les Belges savent, il y a le Palais des Beaux-Arts ici, mais qui est tout à fait enfoncé dans le sol. Voilà, enfin, avant la construction, il y a vraiment une abîme, il y avait un abîme là, dans lequel on a Victor Horta enfonçant le palais. Pourquoi? Eh bien, il y a une servitude de vue très ancienne, depuis l'origine, de sorte que le roi de sa terrasse ici pourrait voir la ville basse, donc, et même la flèche de l'hôtel de ville. Donc c'est pourquoi que c'est resté comme ça. Mais ça indique de nouveau le caractère exceptionnel du palais de l'autre côté. De l'autre côté où c'est bien fermé, où le palais se dresse et commande la place des palais. Et ici, on voit encore une vieille image. Avant le palais, il y avait ici le refuge de l'abbaye de Parc près de Louvain. Enfin, c'était une résidence qu'on louait, qui avait ce jardin-là, mais qui sera démoli pour le palais. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le cortège, la joyeuse entrée de Guillaume Ier à Bruxelles. Et ce qui nous rapproche donc de la commande, parce que, vous avez compris, le palais qui a été construit entre 24 et 28 a donc pris forme lors donc, du Royaume uni des Pays-Bas, qui a été fondé en 1815. Donc c'était après la défaite de Napoléon à Leipzig et le congrès de Vienne qui a décidé qu'on ferait l'amalgame de la Hollande et de la Belgique et de les unir dans le royaume des Pays-Bas unis en tant qu'un nouvel État tampon contre la France, entre la France et l'Allemagne. Et donc le gouvernement fut donc confié à la maison d'Orange, c'est-à-dire à Guillaume Ier. Guillaume Ier, un homme très sérieux, consciencieux, calviniste, enfin je l'ai énuméré, économe, parcimonieux, on l'appelait le roi commerçant, de Koning Koopman en néerlandais, et soucié de contrôler tout, monarque pur sang, il veut décider des plus petites choses, même sur le salaire des femmes qui... de Gasfrau, des femmes de ménage, c'est ça le mot que je cherchais. Et enfin, caractère revêche et têtu. Et lui, il suit les directives du congrès de Vienne pour faire un amalgame de ces deux États et tâcher de les fonder ensemble. Donc il prend ça très au sérieux, mais il n'est pas vraiment bien apprécié par la population belge. Mais il y a son fils. Et ça, c'est, pour ainsi dire, le contraire absolu du père. D'abord, il n'a pas été
éduqué en Hollande, mais à Berlin, à Potsdam, et puis à Londres, et puis où il a participé à la vie mondaine. Puis il est entré dans l'armée, il est devenu l'adjudant de Wellington. Il a participé dans les guerres contre Napoléon et il s'est vraiment distingué par un comportement très hardi, courageux, et il a vraiment acquis un statut de héros de guerre. Et il est fort apprécié par Wellington. Et c'est ainsi qu'il entre en Belgique. Et voici un témoignage du comte de Mérode, enfin, beaucoup plus tard, mais dans ses mémoires, mais ça vaut la peine de le lire. Le prince héréditaire d'Orange, jeune homme de 22 ans, officier général anglais, qui s'était distingué dans la guerre d'Espagne comme aide de camp de Wellington, vint commander les troupes à Bruxelles. Donc les Alliés donnent à ce garçon de 22 ans la commande générale des troupes qui viennent contrôler la Belgique. C'était un jeune prince d'un caractère aimable et gai, aimant beaucoup à s'amuser et amuser toute la jeunesse. Il donnait souvent des balles chez lui, et Bruxelles reprit, pendant le séjour qu'il fit, un brillant et une animation qu'il avait perdue depuis longues années. Vraiment, ce n'est pas une petite chose, ce qu'il écrit ici. Donc, il suggère qu'il avait le statut, enfin, ces longues années, ça fait penser à Charles de Lorraine, duquel on pourrait dire à peu près la même chose. Donc, il s'est rendu, il a accueilli la sympathie spontanée de la population bruxelloise de toute façon. Par-dessus du marché, il y a Waterloo, Napoléon revient, et Wellington aussi. Et là, le prince joue un rôle vraiment très important, et c'est reconnu par Napoléon dans ses mémoires. Napoléon dit « C'est à cause du génie militaire du prince d'Orange que j'ai perdu la bataille de Waterloo ». Ce n'est pas une petite chose. Il exagère peut-être un peu pour minimiser les autres, le Wellington et Blücher, mais quand même, parce qu'il a tenu le coup, donc juste avant Waterloo, pendant toute une journée, à quatre bras, avec son petite armée belgo-hollandais, contre l'armée du général Ney, et il l'a arrêté pendant une journée, de sorte que Blücher avait le temps de rejoindre Wellington. Parce que la tactique de Napoléon, c'était de les battre un à un pour les battre, quoi. Mais ce serait donc par cette résistance à quatre bras que cette tactique n'a pas marché, paraît-il. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de tactique militaire. Et puis, à Waterloo même, il participe dans le combat et il est même blessé. Et enfin, de nouveau, il est reconnu avec beaucoup d'enthousiasme comme l'héros de Waterloo, vraiment un héros de guerre, un beau jeune héros. Et donc, oui, il était blessé, mais enfin, quelques temps plus tard, il va au théâtre, et puis, ça vaut la peine de lire, et il y a plusieurs journaux qui parlent dans ces mêmes termes. Hier, le prince royal s'est rendu au spectacle. Il serait difficile de peindre l'enthousiasme et les acclamations qui ont éclaté à son arrivée, mais c'est à la sortie du théâtre que le jeune héros dont se glorifie notre patrie,
a reçu les marques les plus vives de l'amour public. Les chevaux de sa voiture furent dételés et les bourgeois, avec des corps de filets d'or, la traînèrent jusqu'à l'hôtel occupé par le prince. Et voilà. Et puis, vous sentez que les Belges auraient aimé beaucoup mieux le jeune prince comme souverain que son père. Ça se dessine déjà dans ces citations. Et puis, la politique prend la relève et il y a une requête du Parlement que je cite ici, une requête unanime des États généraux. Le 27 septembre, le président des États généraux prie Sa Majesté humblement et respectueusement, parce qu'on savait déjà très bien que Guillaume I voulait décider de tout, respectueusement de mettre la nation en état de rendre hommage publiquement, de montrer son admiration et sa gratitude au jeune héros, notre prince héritier, qui, par la défense tenace du poste des 4 bras, le jour de la bataille de Waterloo, a rendu possible l'anéantissement de l'ennemi et qui, le même jour, par son courage, oui, par le versement de son sang, a tant contribué à cette victoire. Mais voilà. Et donc, il demande au roi de construire un palais pour le prince à Bruxelles et de lui offrir le domaine de Tervuren et d'y ériger une maison de campagne. Et oui, le roi suit, il a réfléchi quand même 3 mois, mais quand même. Et puis, ça continue. Par son statut de héros, il marie la sœur du tsar de Russie, Anna Pavlovna. Il se marie un peu plus tard. Et oui, le roi, il veut bien donner ce pavillon à Tervuren, mais ce palais, ça, il n'est pas un grand amateur. Et il a trouvé quand même une solution. Et c'est dans le nouveau palais des États généraux que l'aile gauche est aménagée en appartement pour le prince. Donc, il habite vraiment dans un palais. Il habite à côté du Parlement. Qu'est-ce qu'on peut désirer mieux, quoi. Donc, et ça, c'est fait quand il revient de son voyage de noces. Il est installé ici. Entre-temps, en effet, le pavillon de Tervuren est construit par l'architecte Van der Straten. On voit ici le prince avec la princesse, avec quelqu'un qui leur canote. C'était un beau petit pavillon de style palladien, un plan typiquement palladien, mais malheureusement, il a brûlé à la fin du XIXe siècle. Et encore, il est décidé d'ériger un monument à l'endroit même où le prince a été blessé. C'est aussi une chose que beaucoup de gens ignorent, que c'est vraiment un monument de l'époque hollandaise et pour glorifier le prince. Puis, donc, il habitait ici, et vraiment au centre de Bruxelles mondain, les diplomates, etc., tout habitait et circulait ici. Et déjà là, il faisait beaucoup de réceptions et de bals, etc., pour inviter le monde, pour avoir le contact avec les gens. Mais petit à petit, quand même, il y a des tensions entre le père et le fils.
Et notamment à cause de tous ces contacts du fils avec les politiciens, mais aussi avec des comploteurs. Il y avait des anciens bonapartistes qui voulaient renverser les Bourbons et qui proposaient de mettre le prince sur le trône de France. C'est vraiment, c'est pas quelque chose que j'invente, mais c'est un complot qui est documenté. Donc, ça marche pas très bien. Il y a une tension croissante entre les deux. Il y a toutes sortes de choses qui se passent beaucoup trop pour raconter maintenant. Mais, coup de théâtre, fin 1920, le Parlement et les appartements du prince brûlent. Il y a un incendie, on ne sait toujours pas comment, si c'était délibéré ou quoi, mais enfin, le palais était nouveau et réduit en cendres. Enfin, il n'y a rien qui reste. Mais ce qui nous intéresse maintenant, oui, enfin, le prince a de nouveau plus un palais. Hein. Alors, il insiste d'abord lui-même auprès de son père qu'il veut avoir maintenant ce palais. Et ça, j'ai retrouvé à La Haye, ça c'est l'écriture du prince. Et dans un compte-rendu d'une discussion avec son père, il relate que son père a dit « Vous sentez que je ne puis pas bonnement vous bâtir de mon vivant un palais royal ? Je ne puis pas vous établir en roi de mon vivant. » Ouais, ils disent donc, le roi est tout à fait contre, parce qu'il comprend très très bien que une fois installé là, les Belges vont considérer son fils comme une sorte de vice-roi. Hein, et enfin, les choses pourraient vraiment tourner. Donc, c'est une fable, comme certains gens disent toujours, que le roi a construit ce palais pour faire plaisir à son fils et pour l'installer à Bruxelles, de sorte qu'il pouvait tenir les choses à l'œil pendant que le roi était à La Haye. C'est pas du tout vrai, c'est exactement le contraire. Et il n'en voulait pas savoir de ce palais. Mais alors, une lettre à la reine-mère, ce qui me fait attacher un si grand prix à l'exécution pleine et entière de cette loi, la loi qu'on a vue qui décidait à la construction du palais, c'est que je vois dans cet édifice, pour le présent et pour l'avenir, un trophée de guerre. C'est le militaire qui parle, c'est l'héros, mais un trophée de guerre pour moi et mes descendants, accordé par mes compatriotes, trophée auquel je ne puis et ne veux jamais renoncer. Mais voilà. Alors, de nouveau, initiative parlementaire par le député Pic, et enfin, qui rappelle donc le décret de 15, mais maintenant, nouvelle loi, en exécution de l'article 1er de la loi du 3, il sera construit et convenablement meublé aux frais du trésor public sur un terrain désigné par nous dans la ville de Bruxelles, un palais pour l'habitation de notre fils bien-aimé. Donc, enfin, c'est rédigé au nom du roi, bien sûr, mais c'est ce qui va se passer maintenant. Et alors, le roi a encore tâché de faire ériger le palais à la porte Schaerbeek, loin du parc de Bruxelles, ou à Tervuren éventuellement, mais pas là-bas. Mais en fin de compte, ça a été construit. Donc ça, c'est la genèse de la commande, qui est quand même extraordinaire. Et l'architecte qui avait déjà construit le pavillon de Tervuren, c'est Charles van der Straten, qui avait aussi fait le Parlement. Donc il va faire le nouveau palais. On sait très peu de l'éducation de Charles van der Straten, mais il se situe vraiment dans cette époque du style empire tardif.
même post-empire si on veut dire, parce que c'est après Waterloo. Et il connaissait certainement Durand, donc son classicisme pur, et aussi sa méthode de composition qu'on retrouve dans le projet de Van der Straate. Premier projet qui nous est parvenu, avant-projet de 22, où l'extérieur est presque là, enfin, mais le plan est un peu diffus. Enfin, en général, le schéma général est resté une grande salle au milieu. Ça, c'est vraiment le centre du palais, et elle est toujours. Et d'un côté, la partie publique, avec d'autres salles de réception. De l'autre côté, la partie privée, les appartements privés du prince, de la princesse, et les enfants, enfin, c'était en haut. Les enfants et le personnel, c'était en haut, et ne se trouvent pas ici. Et puis, on voyait des traits de crayon et toutes sortes de remarques. C'est les conseillers du prince, avec le prince, qui ont critiqué le plan. Et j'ai retrouvé ici, dans les archives du royaume, vraiment le texte de toutes leurs remarques sur ce plan. Et dans le deuxième plan, enfin, notamment ici que l'entrée du hall d'escalier est assez difficile, il faut entrer ici dans une salle pour entrer dans la grande salle, et ici c'est pas possible. Donc dans le deuxième projet d'avril 23, c'est devenu quelque chose de tout à fait différent, de très clair, de limpide. Il y a toujours la salle au milieu et donc la partie publique ici et la partie privée là, mais il y a ce volume qui est devenu beaucoup plus grand qu'ici. Il y a simplement une petite amorce, mais c'est vraiment une saillie de 2 mètres maintenant. Ici, il y a une très grande salle, l'actuelle salle de marbre, parce que c'est le plan définitif, la salle de marbre. Et ici, donc, les salons, ici surtout, de la princesse. On continue, mais je retourne le plan maintenant pour s'accorder à la coupe. Donc, c'est ici la partie publique maintenant, et notamment, il est écrit salle pour les grands dîners, enfin des grands dîners, mais c'était aussi pour ses œuvres d'art. Le prince était grand amateur d'art classique, d'art italien. Il a fait une magnifique collection, et qui est ici et ici. Ça fait que oui, ces salons n'ont jamais été décorés d'une façon expressive, tandis que cela bien, et surtout ce salon-ci. Donc ici c'était le salon de son Altesse impériale, ça veut dire la princesse impériale parce qu'elle était fille du tsar. Soi-disant salle de café, et ici oh non, ça c'est salle de café je crois, et ici 2 salles à manger, et ici les appartements privés de la princesse. Oui, et on voit bien dans la coupe l'endroit le plus important, c'est donc la salle des fêtes, comme c'est appelé maintenant, on appelle ça la salle du trône, parce que oui, on peut mettre un trône ici dans cette abside. Et enfin, c'est à peu près le plan qui a été exécuté. L'intérieur de la salle du trône, le projet, c'était comme ça, tout à fait en marbre
de Carrare blanc, avec des bas-reliefs de figures dansantes. Donc ça, c'est l'abside du trône. Et là, ce n'étaient pas tous des portes, mais aussi des miroirs pour pour étendre l'espace. Et en bas, ça, c'était pour les militaires, donc les officiers, les amis, les assistants du prince. Et le prince lui-même logeait ici. Même au début, sur son lit de camp, encore. Et comme vous voyez, il habite en dessous de la princesse, mais il peut accéder avec 2 escaliers tout près d'elle, enfin, s'ils veulent bien. Donc, on visitera, comme chez Pégour, il a bien annoncé, ces locaux aussi, qui sont parmi les plus beaux et qui ont vraiment leur état original. Oui, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça, c'est donc la différence, parce qu'on avait encore insisté, plus simple, plus simple. Dans le texte, il demande même de supprimer les pilastres. Mais Van der Straat avait déjà acheté la pierre blanche qui était là. Donc, il a quand même employé. Mais ici, on voit encore de serlienne, mais c'est devenu très simple, simplement une édicule. Et puis, tous ces édicules ont été supprimés avec des simples fenêtres. Donc, c'est devenu beaucoup plus sobre encore. Ici, il a mis des arcs en plein cintre qui est un peu plus beau que ceci. Vous voyez, oui, c'est un palais biaxial. Donc, il y a 2 axes d'entrée, enfin, une privée et l'autre publique. Et donc le palais, au début, le plan c'était de le mettre sur un soubassement énorme, enfin une galerie, et cette galerie relierait avec les étables où nous sommes pour le moment. Et même de l'autre côté, parce que qui habitait ici, pas le Premier ministre comme aujourd'hui, mais c'était M. de Trazegnies, et c'était le complice, c'était un frondeur contre le roi, mais un grand ami du prince, et donc, oui, il se reliait avec cette galerie. Et voilà la perspective que Van der Straat livre avec le projet. Et surtout dans ce dessin, je trouve que c'est un bâtiment vraiment très beau qui peut figurer parmi les bâtiments européens de cette époque-là. Et enfin, je vous le montre à Saint-Pétersbourg, à Paris, la bourse, Brongniart, c'est aussi une bourse, et surtout Schinkel Altes Museum à Berlin, qui est exactement contemporain avec à notre palais. Oui, vous savez, enfin, dans l'architecture moderne, Mies van der Rohe était grand amateur de Schinkel, mais il aurait peut-être encore aimé mieux Van der Straat s'il avait connu surtout ce projet-ci avec ce soubassement et le corps du bâtiment qui flotte au-dessus. Voilà encore... mais quelle heure est-il? On a encore un peu de temps? Non, c'est fini. Oui. Oui, la galerie, en fin de compte, était encore représentée sur une carte, mais enfin, n'ont pas été exécutées. C'est devenu comme ceci. C'est pas très clair ce que c'est, mais les galeries, on les a jamais fait.
puis, oui, j'ai quand même sur l'ordonnance du bâtiment qui se rapporte à la place royale, mais tout à fait en pierre naturelle. C'était le premier bâtiment dans tout l'ensemble du quartier qui était en pierre naturelle. Tous les autres, c'est peint. Et enfin, c'est si vous voulez, une version plus noble de ceci qui se distingue. Et enfin, quand même, un détail, les pilastres, et ce n'est pas vraiment Durand, ce n'est pas vraiment le néoclassique, mais il se réfère à la Renaissance avec ce détail-ci de Brunelleschi, cet soi-disant un pilier caché dans la bâtisse même. C'est un détail qu'on retrouve, à mon savoir, dans aucun autre bâtiment néoclassique de cette époque-là. Mais je vous le montrerai parce que vous allez voir, ça c'est le bureau de M. de Decker, et que vous voyez ce détail ici aussi. Oui. Donc ça c'est d'original, ça. Ben, enfin, je vais aller vite. Puis Van der Straat est licencié, est renvoyé. Enfin, pourquoi, je peux vous expliquer plus tard, parce que ça va nous mener. Et puis Suys vient à sa place. Suys doit encore simplifier. Il va remplacer le corinthien par le dorique. Et il va aussi adapter. Vous voyez ce détail ici. Chez Suys, ça devient... Et ça, c'est un détail vraiment empire qu'on retrouve, par exemple, à Malmaison, donc la résidence de Napoléon. C'est vraiment un détail de cette époque-là. Et Suys avait fait son stage chez Percier et Fontaine. Puis, la salle du trône, elle a été réalisée comme ça, mais c'est la seule image qu'on en a, parce que ça, on n'a pas voulu, parce que trop cher. Et puis, la famille princière s'y installe en octobre 28 et y réside pendant une année. Une année. Et puis, c'est la Révolution belge. Et, enfin... Le prince rentre, parce qu'il était à La Haye, rentre encore à Bruxelles et tâche de calmer les esprits, mais ça ne marche pas. Les esprits étaient surexcités. Alors il quitte son palais définitivement le 3 septembre 1830 pour ne plus jamais y revenir. Et puis, oui, c'est les jours de septembre, les Hollandais sont expulsés. Et puis, oui, je dois quand même vous dire ça, il y a donc le futur Léopold II qui reçoit comme cadeau d'anniversaire le palais. Mais alors, d'abord, il n'aime vraiment pas les Hollandais, puis il n'aime pas le néoclassique. C'est vraiment un monsieur de l'éclectisme qui voulait enfin, regarder le palais de Laken. Et alors, il décide de démanteler le palais à l'intérieur, de prendre le marbre qui était là pour l'employer ailleurs. Et donc, cette salle est supprimée et c'est devenu comme ça. Donc, tout ça a été supprimé et une salle très oblongue qui avait cet aspect-là. Et puis, ce n'est que 10 ans plus tard que les académies belges s'installent dans le palais et qui n'ont connu que ceci. Donc, par exemple, Victor Horta, qui était membre, n'a jamais connu l'intérieur de Van der Straat qui est restauré maintenant, que nous pouvons voir aujourd'hui. Oui, et donc ça, c'est la restauration. Mais, enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on revient, quand même, c'est M. Brigode qui revient aux conceptions de Van der Straten.
plutôt que celle de Seuss. Et tout ceci, c'est reconstitution, c'est reconstruction. Tout ceci n'existe plus. Ceci, c'est Brigode. Et ceci aussi. Alors, le marbre de Carrare, c'était un peu haut, hochgegrepen. Et puis, ils ont pris du bleu belge, la pierre bleue belge. Et puis, il a agrandi la verrière, enfin, vraiment. Ce n'était qu'un petit trou de lumière parce que tout était en blanc, mais ici, quand on fait les choses en noir, il faut plus de lumière, bien sûr. Par contre, le parquet est d'origine, mais vous ne le verrez pas. Et où la date, parce que M. Asquin l'a couvert d'un grand tapis. Mais enfin, pour le protéger, bien sûr, parce que c'est un monument en soi. Et puis, tout ça, c'est reconstitution. Ça, c'est les galeries en haut, où il y avait les chambres des enfants et des services. Maintenant, c'est l'Académie de médecine et l'Académie, l'ARB, l'Académie royale, dont les administrations sont logées là. Et la dernière chose, la dernière campagne en 2010, c'est la salle Albert II qui se trouve au rez-de-chaussée ici. Enfin, j'ai pris trop de temps, mais je vous remercie pour votre attention.